Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Et si le trade le plus logique pour Giannis n'avait finalement rien à voir avec ce dont tout le monde parle depuis 2 semaines? En préparant cette vidéo, je suis tombé sur plusieurs transferts où je me suis vraiment dit direct, mais attends, ouais, ça se tente. En fouillant, en réfléchissant, en adaptant, j'ai fini par trouver des idées qui pour moi pourraient très bien coller, aussi bien financièrement que sportivement. D'ailleurs cette vidéo vous l'avez plus que plébiscitée sur Instagram, le sondage n'a même pas été serré, ce sujet a roulé sur tout le reste, encore devant le pauvre Nadir Ifi qui finit 2e à chaque fois, son tour viendra, courage à lui. Mais franchement ce sujet sur les trades m'a chauffé, parce qu'en NBA là t'as plein de franchises qui sont à un carrefour, certaines doivent prendre un risque, d'autres tourner une page, et certains joueurs donnent vraiment l'impression qu'un simple changement de contexte pourrait tout relancer. Donc si vous voulez choisir les prochaines vidéos, les sondages sont sur Insta, vous connaissez, venez me suivre. Et tant qu'à faire, abonnez-vous ici aussi sur la chaîne, parce qu'entre les playoffs, la draft, les trades et la free agency, on entame la période la plus dense de l'année en NBA. Mais avant de commencer, petit disclaimer, les trades que je vais vous proposer ne sont pas du tout des prédictions, je suis pas Madame Irma. Là, on parle de trades que je veux voir, parce que niveau contrat, ça passe, et parce que personnellement, je les trouve très intéressants. Souvent, vous allez le voir, c'est une histoire de pari, parce qu'en NBA, t'as pas le choix, faut prendre des risques si tu veux augmenter ton plafond. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, parce que même si dans une vidéo récente, j'avais proposé 6 scénarios potentiels pour Giannis Antetokounmpo, là j'ai pensé à autre chose pour lui, une nouvelle équipe. Et comme avec les autres trades, s'ils ont lieu, c'est bien quelque chose qui pourrait bouleverser la ligue. Du coup allez, installez-vous bien, aujourd'hui on va s'amuser avec la trade machine de Spotrac version off-season 2026. Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter un trade qui, je le cache pas, me hype pas mal. Houston récupère Kyrie Irving, Dallas récupère Rich Shepard, Dorian Finney-Smith, Steven Adams et un premier tour de draft 2028. Et ça raconte bien le virage que les Rockets sont en train de prendre. Quand tu fais venir un KD à presque 37 ans, tu peux encore protéger l'avenir, ok, mais tu peux plus totalement faire comme si tu avais tout ton temps devant toi. Et à Houston, il manque un créateur capable de prendre les choses en main dans les moments chauds, pile le profil de Kyrie Irving. Parce qu'en playoff, Houston a parfois ressemblé à une équipe super forte jusqu'à ce que le jeu devienne trop tactique. La défense, le rebond, l'impact physique, les Rockets sont déjà tout ça. Amen Thompson est monstrueux, Sengun crée dans la peinture, Jabari Smith et Harrison donnent une vraie identité. Le souci, c'est quand les possessions ralentissent, là tu vois le manque. Kyrie, même après sa blessure, reste a priori l'un des rares meneurs sur le marché toujours capable de transformer une action bancale en bon tir. Pull-up, ISO, pick and roll, finition près du cercle, offensivement, le mec est toujours un malade. Le truc presque drôle, c'est que KD et Kyrie ensemble à Brooklyn, ça n'a pas vraiment marché, mais le problème c'était pas le basket. Quand KD et Kyrie jouaient ensemble, offensivement ça fonctionnait bien. 2 scoreurs élites capables de jouer avec ou sans ballon, des défenses obligées de choisir leur poison. À Houston, le décor serait quand même un peu plus sain. Ime Udoka, une équipe physique, des jeunes morts de faim, une vraie culture défensive. KD et Kyrie n'auraient pas besoin de tenir tout le projet à bout de bras. Et celui qui me plaît particulièrement dans ce groupe, c'est Amen Thompson. Amen, je le vois beaucoup plus comme une arme totale qu'un meneur gestionnaire classique. Défense, transition, coupe, pression physique, c'est là qu'il est terrifiant. Avec Kyrie et KD pour gérer sur demi-terrain, il jouerait de façon plus libre. Par contre, dans ce deal, le vrai sacrifice, c'est Rich Shepard. Très gros prospect, gros shoot, gros QI, contrat rookie. Le lâcher maintenant, ça veut dire ok, on accélère vraiment, pour de vrai. Et côté Dallas, justement, c'est tout l'inverse, on pense au futur. Après, tout dépend de ce que les Mavs veulent faire autour de Cooper Flag. Garder Kyrie, ça peut se défendre, si tu veux encadrer ton jeune phénomène tout de suite. Mais si Masai Ujiri veut vraiment nettoyer la timeline, l'échanger maintenant, ça se comprend aussi. Kyrie va avoir 34 ans, il sort de blessure et son futur ne colle pas naturellement avec celui de Flag. Rich Shepard devient alors la vraie pièce du transfert et le first round 2028 rajoute une vraie cartouche pour le futur. Et attention, Dorian Finney-Smith et Steven Adams, c'est pas juste des salaires en plus non plus, je pense qu'ils peuvent jouer eux aussi un rôle de mentor. DFS connaît Dallas, il apporte de la défense, du sérieux, un peu de spacing. Adams, c'est des écrans, de la dureté, du rebond, une présence dans le vestiaire. Donc non, ce ne sont pas juste 2 contrats ajoutés en bonus dans le carton. Le vrai débat, c'est Kyrie. Tu le gardes en mentor pour Flag ou tu le considères comme un vétéran trop vieux pour cette
cette nouvelle timeline. Franchement, les deux se défendent. Perso, en termes de réalisme, ce trade, je vais lui mettre un petit 4 sur 10. C'est pas un deal que j'attends vraiment, mais je trouve qu'il se tient. Houston raccourcit sa timeline pour avoir une vraie arme offensive de playoff. Dallas récupère un jeune arrière, un pick et un peu plus de clarté autour de Flag. Ce n'est pas un trade débile façon NBA 2K. Financièrement, ça passe, et sportivement, ça raconte quelque chose. KD, Kyrie, Ayman, Şengün et cette défense-là en playoff, franchement, ça pourrait devenir un enfer. Et allez, pour la suite, on passe à un pari qui pourrait ressembler très fort à ce qu'apprécie particulièrement Pat Riley. Miami récupère Zion Williamson, New Orleans récupère Andrew Wiggins, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakuzionis et le pick 13 de la draft 2026. La logique, elle est assez simple. Le Heat reste sérieux, bien coaché, compétitif, mais ne fait plus vraiment peur. 43 victoires, une élimination au play-in, une équipe correcte, sauf qu'il manque un vrai coup de fouet offensif. Et Zion, malgré tous ses défauts, peut exactement apporter ça. Parce qu'un Zion Williamson en forme, ça donne à Miami un truc que le Heat n'a plus vraiment aujourd'hui. Il met une pression constante sur le cercle, il attaque fort, force les aides, provoque des fautes, resserre toute la défense. Cette saison, il a joué plus de 60 matchs, avec plus de 20 points, près de 6 rebonds et un peu plus de 3 passes. Sur sa carrière, on parle quand même d'un mec autour de 24 points, 6 rebonds, 4 passes, à quasiment 60% au tir. Les doutes existent, mais sur le terrain, très peu d'équipes savent vraiment quoi faire face à lui. Dans une attaque du 8 parfois un peu laborieuse, ce genre de profil peut tout changer. Spoelstra cette saison avait beaucoup de mal à faire en sorte que son roster trouve de bons tirs. Hero doit tout inventer, Bam doit fluidifier le jeu, le collectif doit tourner nickel. Zion c'est plus primaire, tu lui donnes la balle, il attaque la peinture et tout le monde panique un peu. Après avec Bam, en termes de spacing, oui ça peut bouchonner. Aucun des deux n'est un vrai stretch big, donc la raquette peut vite ressembler au périph' parisien. Mais Bam est aussi l'un des meilleurs intérieurs possibles pour couvrir Zion défensivement et jouer le rôle de connecteur offensif. Hero, Zion, Bam, oui c'est imparfait, mais c'est au moins un trio qui a le mérite d'être intriguant. Hero profiterait forcément des aides attirées par Zion. Bam pourrait lâcher un peu de création pure pour redevenir ce stabilisateur défensif et ce passeur qu'on connaît. Et Zion arriverait dans une organisation qui adore se dire qu'elle peut cadrer les profils compliqués. C'est presque l'argument le plus Miami du monde. Si le Heat n'arrive pas à pousser Zion à être sérieux physiquement, qui peut le faire? Maintenant, côté Pelicans, faut arrêter de faire semblant au bout d'un moment. L'histoire de Zion Williamson, je pense qu'il est temps d'y mettre un terme. Zion n'a que 25 ans, donc attention, je suis pas en train de l'enterrer, mais 7 ans après sa draft, New Orleans est encore dans le flou. 26 victoires, pas de playoff, un nouveau coach, un noyau à développer avec Jeremiah Fears, Derrick Quinn, Trey Murphy ou Herb Jones. À un moment, faut choisir. Est-ce que Zion est encore le cœur de ton projet ou est-ce que désormais tu mises sur autre chose? Mine de rien, le package de Miami, sans être phénoménal, reste plus que correct. Jaquez, c'est la vraie pièce séduisante, un joueur dur, mature, polyvalent, qui tourne autour de 15 points, 5 rebonds et presque 5 passes. Jakuzionis, c'est un jeune arrière de 19 ans qui shoot déjà très bien de loin. Le pick 13, c'est un vrai asset dans une draft où tu peux encore trouver un joueur sérieux. Et Wiggins, même s'il est surtout là pour le salaire, n'est pas inutile. Il reste un ailier NBA fonctionnel, capable de défendre, de mettre des tirs, et sa player option à un peu plus de 30 millions rend le montage crédible s'il l'active. Le vrai risque, mais c'est le jeu, c'est que à terme, les deux camps finissent par regretter ce transfert. Miami peut sacrifier de la profondeur, un jeune intéressant et un lottery pick pour un joueur qui n'a jamais joué une série de playoffs. Zion peut se blesser, manquer de sérieux ou créer un fit trop compact avec Bam. New Orleans, de son côté, peut vendre trop tôt un joueur encore jeune et productif, alors que les Pelicans ont plutôt envoyé le message qu'ils ne voulaient pas forcément le transférer maintenant. Mais malgré tout, niveau réalisme, je suis autour de 5,5 sur 10. C'est pas évident, mais c'est loin d'être absurde. Miami cherche du star power, New Orleans peut avoir envie de clarté. Le pick 13 existe, Jaquez a de la valeur, et Zion peut être free agent en 2028. Le Heat prend le risque du talent pur, les Pelicans se construire un avenir plus dégagé, et soyons honnêtes, si Zion était une valeur sûre, jamais Miami ne pourrait l'avoir à ce prix-là. Pour enchaîner, on va parler d'un trade qui au premier abord pourrait paraître illogique, mais qui au final pourrait changer pas mal de choses. Dans ce deal, Phoenix récupère Ja Morant et Jalen Wells, Memphis récupère Jalen Green et Royce O'Neal. Là, soyons clairs, c'est pas un trade propre, c'est deux équipes qui échangent leurs galères. Phoenix prend le risque Morant pour donner un vrai meneur à Booker, Memphis lâche le joueur le plus talentueux de son roster pour récupérer un scoreur plus simple à gérer qui correspond sûrement mieux au projet. Côté Suns pourtant, l'idée se comprend assez vite j'ai l'impression. Phoenix cette saison a été meilleur que prévu, mais la construction reste fragile. Booker reste le patron, sauf qu'on lui demande encore trop de choses, scorer, créer, organiser, sauver les possessions compliquées. Jalen Green peut mettre des points, bien sûr, il peut prendre feu, mais avec Booker, je ne trouve pas ça super naturel. Deux arrière-scoreurs, deux joueurs qui aiment porter la balle, attaquer, jouer à leur rythme. Ça peut marcher par séquence, ça peut fonctionner, mais tu sens vite la limite, ça se marche sur les pieds. Ja, lui, s'il arrive à Phoenix, pourrait remettre Booker dans un rôle plus naturel. Même dans une saison pourrie par les blessures, Morant reste un vrai meneur créateur. Il n'a joué qu'une vingtaine de matchs, mais tournait quand même autour de 20 points et plus de 8 passes. Sa capacité à accélérer, pénétrer,
tirer les aides et trouver les autres, reste présente. Avec lui, Booker peut redevenir ce qu'il est de mieux, un scoreur élite, au lieu d'être constamment le mec qui doit tout porter et tout organiser. Et on va pas se mentir, Booker et Morant ensemble sous le même maillot, sur le parquet ça peut être super excitant. Morant amène la vitesse, la pression sur le cercle, la transition. Booker amène le tir, le mid-range, le scoring propre quand le match ralentit. Sur le papier, ça se complète mieux que Booker Green. Le problème, c'est tout ce qu'il y a autour de Ja. Blessures, tensions avec le coaching staff, historique extra-sportif, questions sur le leadership. Aujourd'hui, tu ne trades pas seulement pour le joueur, tu prends aussi tout le dossier qui va avec. Et ce dossier-là, clairement, on va pas se mentir, il a une réelle importance et ça a fait chuter sa valeur. Financièrement, Morant est autour de 42 millions la saison prochaine, puis près de 45 millions ensuite. Pour Phoenix, c'est lourd. Avec ça, son tir extérieur reste un vrai sujet. En carrière, Ja tourne autour de 31% de réussite à 3 points, avec une saison 2025-2026 encore plus compliquée. Sa pression sur le cercle compense beaucoup, ok, mais autour de Booker et Mark Williams, il faut vraiment du shoot partout ailleurs. Voilà pourquoi je pense que Jalen Wells compte autant dans le deal, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Sans Wells, Green contre Morant, ce serait plus dur à vendre côté Suns. Avec lui, Phoenix récupère aussi un jeune ailier qui a déjà montré des choses, autour de 13 points, une vraie place dans la rotation, encore une marge de progression. Ce n'est pas une star, mais ce n'est pas un filler non plus, et vu le risque Morant et sa valeur en chute libre, Memphis devra sûrement ajouter quelque chose. Par contre, côté Memphis, le but n'est pas du tout de se dire que Green est meilleur que Ja, ce n'est pas le cas. Point de vue plafond pur, Morant reste un joueur plus spécial, mais Jalen Green est beaucoup plus simple à gérer. Il a 24 ans, il est explosif, il peut créer son tir, attaquer vite. Dans un contexte plus jeune, avec moins de pression immédiate qu'à Phoenix, tu peux encore te dire qu'il y a quelque chose à développer. Memphis sort d'une saison à 25 wins, avec trop de blessures, trop de flou, et un Morant qui n'a quasiment pas pu porter le projet. Green doit arriver dans le Tennessee et direct devenir le patron. Puis à ce stade, pour que ce deal soit validé, la question devient presque psychologique. Est-ce que Memphis a encore envie de construire autour de Ja? Franchement, je sais pas. Le niveau est là quand il joue, mais tout ce qu'il y a autour commence à peser trop lourd, et avec les départs récents des autres cadres comme Desmond Bane ou Jaren Jackson Jr., on sent quand même que les Grizzlies peuvent avoir envie de tourner une vraie page. L'arrivée de Royce O'Neal à côté de Green n'est pas primordiale non plus, mais elle apporte un salaire utile, un vétéran sérieux, de la défense, du shoot, et un contrat que Memphis peut facilement rebouger si besoin. Il y a pas mal de trucs qui collent finalement je trouve, n'empêche que là je vais descendre à 4 sur 10 en termes de réalisme. Je pense pas que ce trade soit vraiment probable, Memphis peut refuser de vendre Ja au plus bas, et Phoenix peut juger le risque trop grand, mais j'aime l'idée parce que ça secoue deux équipes un peu coincées. Phoenix sort du dilemme Green Booker, Memphis sort du feuilleton Morant, c'est pour ça que j'aimerais que ça arrive, pas parce que c'est évident, mais parce que ça peut redessiner deux équipes un peu enlisées. Bref, après le gros pari Morant, on part sur un transfert qui peut paraître beaucoup moins sexy au premier regard, mais qui pourrait tout de même être très sérieux. Ce deal-là implique 3 équipes. Orlando récupère Jamal Murray, Dalton Connect et Jake LaRavia. Denver récupère Jalen Suggs, Jonathan Isaac, Jace Richardson, 2 first round et un second tour. Et enfin, les Lakers récupèrent Wendell Carter Jr. Ce trade me plaît parce qu'il force tout le monde à se positionner. Orlando accélère, Denver regarde peut-être la fin du cycle, Murray Jokic en face, et les Lakers règlent un truc important autour de Luka, trouver un intérieur fiable. Pour Orlando, pour commencer, franchement, l'idée me semble super bonne. Le Magic a déjà la taille, la défense, Banchero, Wagner, Bane pour le tir, mais il manque encore ce garde qui calme tout le monde en fin de match, le gars qui peut créer un tir quand la défense se resserre. Murray c'est ça, plus de 25 points, plus de 7 passes, quasiment 48% au tir et plus de 43% à 3 points. Ce n'est pas juste le souvenir du titre 2023, il produit encore comme un All-Star offensif. À côté de Banchero et Wagner, ça peut complètement changer la gueule de l'équipe. En playoff, Orlando ne serait plus obligé de demander à Paolo de tout contrôler. Murray peut gérer le tempo, jouer le pick and roll, mettre un pull-up, punir derrière un écran ou servir les autres si l'aide arrive. Connect et LaRavia en plus ajoutent du tir avec ça. Ils ne sont pas les stars du deal évidemment, mais autour de Banchero et Wagner, des joueurs capables d'espacer le jeu et de jouer simple, ça compte. Maintenant, faire venir ces gars-là, ce sera pas gratuit évidemment. Jalen Suggs, c'est une énorme perte défensive, un chien sur le porteur, un joueur qui met la pression et donne une vraie identité à Orlando. Jonathan Isaac, c'est de la longueur, de la défense, un profil précieux quand il est disponible. Donc oui, le Magic perdrait une partie de son ADN avec leur départ, mais si tu veux sortir du statut de jeune équipe qui monte et viser plus haut, il faut parfois faire des sacrifices. Surtout que pour Denver, le sacrifice, au moins émotionnel, est encore pire. Jamal Murray, c'est pas juste un contrat, c'est le lieutenant Jokic, le titre 2023, les tirs clutch, les grands moments. L'échanger, ce serait acter une vraie fin de chapitre, mais Josh Kroenke a laissé entendre que tout pouvait être sur la table, sauf Jokic, et après une élimination au premier tour contre Minnesota, avec une attaque qui a parfois totalement pataugé, Denver peut au moins se poser la question, est-ce qu'on continue avec le même duo, ou est-ce qu'on reconstruit autrement autour du meilleur joueur du monde? Et là, Suggs à Denver, je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Dans une team avec Jokic, Suggs n'a pas besoin d'être un meneur classique, Jokic organise déjà tout. Suggs peut défendre le meilleur extérieur adverse, courir, couper, jouer simple, mettre de la dureté sur le porteur. Isaac, lui, ajoute de la longueur derrière eux. Richardson est le pari de la jeunesse. Enfin, les picks permettent de maintenir la discussion. Sans capital de draft, les Nuggets ne se sépareront jamais de Murray. Pour terminer, pour les Lakers, ok, c'est moins spectaculaire, mais ça reste plutôt logique. Los Angeles récupère Wendell Carter Jr. et lâche Connect plus LaRavia.
Carter sort d'une saison autour de 12 points et 7 rebonds à plus de 50% au tir. C'est pas des stats folles, mais avec Luka, son rôle serait très simple. Poser des écrans, rouler, finir près du cercle, prendre des rebonds, peser sans réclamer la balle. Ayton a apporté des choses cette saison, oui, mais il reste irrégulier. Jackson Hayes, c'est utile par séquence, mais c'est pas non plus une option méga solide. Carter donne une base plus stable à ses Lakers à l'intérieur, je trouve. Maintenant, ce trade est compliqué à monter parce qu'il impose que 3 équipes acceptent. N'empêche qu'en termes de réalisme, je vais lui mettre un bon 5 sur 10. C'est pas impossible, mais Orlando peut hésiter à lâcher Suggs, Isaac, Carter et autant de pics. Denver peut aussi refuser de tourner la page Murray après une telle saison régulière, mais j'aime ce trade parce qu'il ne balance pas juste des noms au hasard. Orlando va chercher de l'attaque, Denver change d'identité en devenant ultra défensif autour de Jokic, et les Lakers trouvent un intérieur pour Luka. En gros, tout le monde peut y trouver de la logique. Allez, avant-dernier trade maintenant, celui qui va rendre les staffs médicaux complètement ma boule. Philadelphie récupère Kawhi Leonard, les Clippers récupèrent Paul George, leur propre premier tour 2028 plus un first 2029. Le vrai truc intéressant, c'est pas juste Kawhi contre Paul George, c'est le timing. Philly est encore coincé dans la fenêtre Embiid, même fragile. Les Clippers, eux, donnent de plus en plus l'impression d'arriver au bout d'un cycle, surtout depuis les départs de Harden et de Zubac. À Philadelphie, pour commencer, la logique, je pense, elle est assez limpide. Tant que Joel Embiid est là, tu peux pas vraiment miser sur la patience. Maxey est dans son prime, Edgecombe apporte de l'énergie, Paul George coûte très cher et l'équipe est pensée pour gagner maintenant. Donc si tu peux transformer George en Kawhi, au minimum tu écoutes. Kawhi sort encore d'une saison à près de 28 points, plus de 6 rebonds, plus de 50% au tir. C'est plus le cyborg de 2029, mais le mec est encore très très fort. Avec Maxey et Embiid, le plafond peut devenir complètement fou si tout le monde est un tant soit peu en forme. Maxey apporte la vitesse et le tir, Embiid attire 2 défenseurs dès qu'il touche la balle. Kawhi, lui, apporterait ce que Philly cherche depuis des années, un ailier capable de créer son tir en play-off, défendre sur les stars adverses et ne pas trembler quand le match devient chaud. Le sujet avec Kawhi, c'est presque jamais son niveau quand il joue, c'est sa disponibilité. Avec Embiid à côté, ça devient un pari physique plus que monstrueux à Philadelphie. On va pas se mentir, hein, avec Embiid et Kawhi, t'as intérêt à mettre la moitié de ton budget à l'infirmerie. Mais bon, Paul George non plus n'est pas une option certaine. Je dis pas qu'il est cramé, en play-off il a encore montré des choses, de la défense, un peu de scoring, avec une grosse adresse extérieure. Il est irrégulier, mais il peut encore apporter des trucs. Le souci c'est le contrat, l'âge, les blessures. Ceci dit, à salaire comparable, Kawhi me semble encore plus tranchant pour maximiser une fenêtre très courte. Côté Clippers par contre, il faut surtout parler des pics, c'est le plus important. Parce que Paul George qui revient à Los Angeles, c'est marrant narrativement, presque ironique même, mais le vrai cœur du deal, c'est le pic des Clippers 2028. Philly possède ce premier tour non protégé, et si les Clips veulent vraiment reconstruire, récupérer leur propre pic, ça change tout. Sans ton pic, perdre des matchs profite à quelqu'un d'autre. Avec ton pic, tu reprends enfin un peu la main sur ton avenir. Puis le first des Sixers 2029 ajoute une autre munition, surtout avec l'incertitude autour de la santé d'Embiid. Pour les Clippers, l'idée de ce deal donc, c'est pas du tout génial, il y a Paul George qui revient. L'idée c'est plutôt, on remet la main sur notre futur, on récupère un autre pic, et Paul George sert de vétéran le temps de la transition. Il connaît la maison, il peut jouer, garder l'équipe respectable ou être rebougé plus tard. La vraie question c'est Kawhi, tu le gardes pour l'image, les fans, l'ambition, ou tu te dis qu'à 34 ans, après une grosse saison, c'est peut-être le moment parfait pour récupérer quelques tours de draft en échange de lui. Moi je trouve qu'il y a du sens là-dedans, sauf que là le problème c'est que Steve Ballmer peut tout bloquer. Depuis longtemps, Ballmer semble très attaché à l'ailier, et on peut comprendre pourquoi. Kawhi Leonard, c'est le symbole de l'ambition Clippers, du projet star, du changement de salle, de l'indépendance de l'équipe à Los Angeles. Donc oui, ce transfert est loin d'être facile à imaginer, mais si les Clippers ne sont plus vraiment candidats au titre, la question finit quand même par se poser. Garder Kawhi jusqu'à ce qu'il ne vale plus rien, ça sert à quoi? Quoi qu'il en soit, et notamment en raison de Ballmer, je ne mets pas plus de 3 sur 10 en termes de réalisme. Pas parce que le deal est idiot, au contraire j'aime bien l'idée. Philly tente encore un gros coup autour de Embiid, les Clippers récupèrent leur pic avant que Kawhi ne perde trop de valeur. Mais entre la symbolique Kawhi, Ballmer, le retour de Paul George et la fragilité Embiid-Kawhi, il y a trop d'obstacles. Mais si ça arrivait, les Sixers deviendraient quand même l'équipe la plus stressante et à la fois la plus fascinante de toute la ligue. Et allez, comme promis, pour finir, évidemment, fallait que je garde le plus gros morceau. Là, avec ce deal, on ne parle plus seulement de Paris, on parle de véritable tremblement de terre. Indiana récupère Giannis Antetokounmpo et Kyle Kuzma, Milwaukee récupère Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Jarris Walker et un first 2027 non protégé. Sportivement, on va pas faire semblant de chercher midi à 14h. Les Pacers lâchent une grosse partie de leur socle, oui, mais ils récupèrent Giannis, pas une star sympa, Giannis, un double MVP encore capable de transformer une très bonne équipe en candidat au titre direct. Et son feat avec Tyrese Haliburton, franchement, il fait saliver. Haliburton, même après sa grosse blessure, reste l'un des meilleurs passeurs de la ligue quand il est sur le terrain. Il voit les angles avant tout le monde, il adore accélérer, servir les joueurs lancés. Giannis lancé par Haliburton, c'est de la violence à l'état pur. Un meneur qui crée de la vitesse, un intérieur qui détruit tout pleine balle, niveau plaisir basket, franchement c'est super haut.
Et puis même sur demi-terrain, l'idée reste hyper forte. Yanis n'aurait pas forcément besoin de tout créer en partant de très loin. Haliburton peut lui donner des ballons nickel dans le bon timing, sur un short roll, sur une coupe, lancée, contre une défense déjà en retard. Indiana joue avec du mouvement, du rythme, de la circulation. Dans ce contexte, Yanis pourrait moins foncer dans des murs et davantage profiter des décalages. À ce stade de sa carrière, à 31 ans, ça peut être précieux. Bon, maintenant, je vais pas non plus faire comme si tout était parfait. Avec Zubac, c'est vrai, il y aura un gros problème de spacing dans la raquette. Pour Rick Carlisle, Yanis et Zubac ensemble, ça charge la peinture. Aucun des deux n'étire vraiment le terrain, donc autour il faut du shoot, du mouvement et éviter les emboutteillages. Après, si Yanis peut t'arriver, tu vas pas tout laisser tomber à cause du spacing, tu regardes le plafond, et avec Haliburton, Yanis, Zubac, Nesmith, McConnell, Obi Toppin et tout le reste, ce plafond est immense. Et puis je dois le dire aussi, ça me fait quand même un peu marrer d'imaginer Yanis débarquer chez le rival des Pacers. Maintenant, c'est vrai, pour Indiana, le prix peut faire mal aux fesses et c'est normal. Siakam, c'est pas un salaire jetable, c'est autour de 24 points, 7 rebonds, presque 4 passes, avec de l'expérience et du sérieux. Nembhard, c'est peut-être la perte qui pique le plus, défense, gestion, création secondaire, maturité. Jarvis Walker reste un jeune ailier prometteur, et le pic 2027 est une vraie munition. Mais pour Yanis, désolé, tu dois accepter de te saigner un peu. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que ce package va vraiment suffire à convaincre les Bucks? Si Yanis arrive vraiment sur le marché, il y aura sûrement des offres avec plus de pics, plus de jeunes, plus de valeur brute. Indiana devrait probablement être prêt à rajouter un pick ou un swap, et si besoin je le ferai. Mais pour John Horst, ce package a une logique, parce que les Bucks ne contrôlent pas vraiment leur futur de draft. Tanker n'est pas si simple, du coup avec Siakam et Nembhard, tu restes compétitif tout en ajoutant Walker et un pick non protégé pour les années à venir. Kuzma par contre, qui débarquerait dans l'Indiana, j'ai pas non plus envie de le survendre. Pour les Pacers, Kuzma aide surtout à faire fonctionner le trade, avec un petit bonus possible au scoring. Il peut apporter des points, de la taille, un peu de création, mais il reste irrégulier et pas toujours irréprochable défensivement. Le vrai sujet c'est Yanis, et le vrai risque, côté Pacers, c'est la profondeur. Si Haliburton revient moins fort, si le spacing coince, si le banc s'affaiblit, t'as un 5 monstrueux, mais beaucoup moins de monde d'un coup derrière. Mais désolé, si Yanis est disponible, Indiana je pense doit foncer, quitte à aller très loin dans la discussion. Les Pacers n'ont pas l'occasion de signer d'anciens MVP tous les étés. Quand t'as déjà une base compétitive, un meneur créateur élite, une vraie identité offensive et qu'un joueur comme Yanis devient accessible, tu ne peux pas juste répondre « Non merci, on est bien comme ça ». Ce genre d'opportunité peut changer une franchise, et même si la rivalité Pacers-Bucks rendrait le truc presque provocateur, sportivement ça a énormément de sens. Du coup, pour ce qui est du réalisme, je vais donner ma meilleure note avec un joli 6 sur 10. Je trouve que ce deal a du sens et que les Pacers ont des arguments pour convaincre les Bucks. Par contre, tout dépend d'Yanis. S'il ne pousse pas pour partir, Milwaukee ne bougera pas, et si les enchères s'ouvrent, Indiana devra sûrement mettre un peu plus pour lutter contre la concurrence. Mais en termes de fit, de narration et de violence basket, c'est probablement mon trade préféré. Indiana deviendrait une menace majeure, Milwaukee éviterait le vide complet, et nous, on aurait un duo Haliburton-Yanis du feu de Dieu à suivre tous les soirs. Rien que pour ça, vraiment, j'ai envie que quelqu'un prenne son téléphone et fasse le fou. Mais maintenant, je veux votre avis. Parmi les 6 trades que je vous ai proposés, lequel vous voulez voir arriver pour de vrai, lequel vous trouvez le plus cohérent, lequel vous détestez. Dites-moi tout ça en commentaire, parce que je pense qu'avec ce sujet, vraiment, on a assez de matière pour débattre pendant des heures. Puis si vous avez des idées de transfert aussi, évidemment, balancez-les, tant que ça tient un minimum debout, ça m'intéresse. Ensuite, comme d'habitude, boostez la vidéo si elle vous a plu, histoire de la pousser dans l'algorithme, ça aide de fou. Enfin, bien sûr, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et on vient de passer les 70 000, la prochaine étape c'est les 80. Pourquoi pas les 100, on sait jamais. Quoi qu'il en soit, merci pour tout la team, prenez soin de vous, et nous on se retrouve immédiatement juste en dessous dans la section commentaires.